Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je suis très honoré de passer après le témoignage de Laurent Beccaria parce que dans l'aventure Terra Eco, je pense on était un peu à la frontière entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, comme on dit, et l'ancien monde qui ne voyait pas à quel point les questions écologiques, puisque c'est ce qu'on défendait, étaient essentielles. Mais qui était aussi dans cette approche journalistique très top-down et qui n'osait pas, en fait, aller vers le lecteur. Pour des questions d'image, d'ailleurs, parce que nous, on a connu ce moment dans un moment de faiblesse, d'aller vraiment vers nos lecteurs. Et on n'a pas osé, on n'a pas osé tout de suite, en tout cas, parce que c'était un peu honteux. Et en fait, ce qu'on a découvert en le faisant, c'était juste le début de ce que vous exprimez. Et finalement, c'est ce qui nous a conduit à changer un petit peu notre façon de faire. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire de Terra une très longue histoire, puisqu'elle s'est arrêtée en 2016. Elle avait démarré en 2003, été 2003 et naissance officielle après une gestation de 6 mois, donc début 2004. Alors nous, on est parti la fleur au fusil. Hein. C'était une feuille blanche, on n'avait pas de réseau, on était quelques journalistes, mais assez jeunes. Il y avait en tout 1 500 € sur le compte en banque pour tenir pendant 1 an et demi. Voilà. Donc beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'acharnement aussi, d'acharnement, en tout cas beaucoup d'obstination. On a eu une phase garage qui correspond un petit peu à ces moyens maigrelets et qui nous a amenés jusqu'en 2006-2007. À partir de là, on a réussi à trouver significativement quelques fonds. Alors, significativement, on a tourné avec 200 000 € d'investissement. Et puis le lectorat commençait à augmenter. Je crois que de mémoire, on avait 3 000 abonnés à l'époque. Et puis le point de départ, j'aurais dû commencer par ça, de Terra, c'était cette idée que les rouages économiques, les questions économiques devraient être rendues accessibles à tous, tant elles conditionnent l'ensemble de nos décisions, subies ou choisies d'ailleurs, tant elles conditionnent le monde dans lequel nous vivons. Or, l'économie, c'est un sujet complexe, c'est un sujet parfois un peu fumeux aussi, mais d'abord complexe et parfois dont la complexité est entretenue par ceux et celles qui se disent les experts de l'économie, ce qui est un vrai problème démocratique. Donc l'idée de Terra, c'était d'essayer de faire un travail de vulgarisation pour montrer en quoi tout ça était connecté aux enjeux sociaux, sociétaux, culturels, écologiques, et pourquoi tout citoyen qui s'intéresse aux questions d'intérêt général devrait s'intéresser aussi à l'économie. Sur cette proposition-là, donc, on a réuni un premier lectorat, et puis on s'est trouvé un jour avec cette petite boutique qui commençait à tourner. On arrivait à l'équilibre économique, on était 5-6 personnes. On était donc en 2007-2008 et c'est à cette époque qu'a eu lieu le Grenelle de l'environnement, qui a été un moment important dans la prise de conscience collective en France des questions écologiques. Et ce moment-là nous a incité à franchir le pas d'un développement nouveau, à réunir des fonds importants. On a levé 1 million d'euros à l'époque pour tenter l'aventure du kiosque, puisqu'on venait du web. On avait créé un journal papier, mais qui n'était que sur abonnement. Et puis finalement, on a décidé de le sortir en kiosque. Ce qui nous a amené à une quinzaine de milliers d'abonnés à peu près, lorsque nous sommes arrêtés en 2016. Alors ça a été une aventure fantastique parce que on était quelque part à l'avant-garde de sujets que l'on défrichait, qu'on découvrait nous-mêmes en les défrichant pour nos lecteurs, de sujets passionnants. On sentait qu'il y avait une communauté qui se structurait autour du journal. Et pour autant, on perdait quand même assez chroniquement de l'argent, ce qui est un petit problème. En tout cas, ce qui n'est pas très durable, puisque le sujet dont on traitait, c'était la durabilité. La nôtre était clairement problématique. En 2014, ça nous a amené à lancer un appel à nos lecteurs en leur disant écoutez, là, on ne peut plus, on est au bord du gouffre. Avec Ulule d'ailleurs, et avec Mathieu qui nous a aidés dans la campagne. Et on a réuni 100 000 € en quelques jours, 25 jours je crois. Mais on a réuni beaucoup plus que ça, puisque dans le même temps, on a gagné 2 500 abonnés, parallèlement à cette campagne de crowdfunding.
Et puis, quelques actionnaires qui étaient là ont accepté de nous soutenir de nouveau. Alors, on avait la même espèce de désynchronisation entre les mouvements, c'est-à-dire d'abord le crowdfunding, et on se retrouve avec une somme dont on avait urgemment besoin, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tape dedans, est-ce qu'on tape pas, sachant qu'on n'a pas réuni les conditions pour sortir de l'ornière. On a décidé d'y aller, ce qui était une vraie prise de risque, et finalement on a bien fait, même si au virage suivant, c'est-à-dire un an plus tard, j'ai dû mettre le journal en redressement judiciaire parce que nous n'arrivions pas chroniquement à sortir de nos pertes. On n'était pas très loin du compte, mais avec 15 000 abonnés, il aurait fallu qu'on aille jusqu'à 20 000. Et ces 5 000 abonnés qui nous manquaient, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce qu'on n'était pas assez bon, sans doute, parce qu'on ne s'y prenait pas assez bien, parce que cette logique d'ambassadeur, d'impliquer nos lecteurs dans la fabrication du journal, dans sa notoriété, dans le partage, dans la conquête de nouveaux lecteurs, on n'a pas eu suffisamment de temps pour tout mettre en place, même si on avait senti qu'il y avait quelque chose là d'assez puissant. Et puis finalement, l'aventure s'est arrêtée en 2016, après quelques ultimes négos avec des groupes de presse qui nous ont dit que les sujets dont on traitait n'étaient pas des sujets d'avenir. Voilà, donc, et c'est authentique. Hein. Alors, tous ne nous ont pas dit ça comme ça, il faut être franc. Certains nous ont dit ce sont peut-être des sujets d'avenir, en tout cas on ne sait pas comment les traiter. Voilà. Donc on a posé le gant en mars 2016. Mais ce que je voulais partager un petit peu en conclusion de cette histoire avec vous, c'est, et ça fait donc directement écho au témoignage précédent, c'est cette dimension affinitaire et communautaire, même si ce terme est polysémique et parfois un peu gênant, mais cette dimension affinitaire, elle est clairement à creuser quand vous avez un projet éditorial. Ensuite, ce qui, à mon sens, peut mener le succès, c'est précisément de mettre au premier plan la réflexion éditoriale, de l'affûter au maximum, et ensuite de mettre une réflexion économique qui va être cohérente avec cette réflexion éditoriale. Parfois, on a tendance à mettre les wagons dans le mauvais sens et à mettre l'économique avant l'éditorial. Or, ce qui fait le succès d'un journal, je pense, c'est d'abord, enfin j'en suis sûr, c'est d'abord d'avoir des lecteurs. En tout cas, la sanction, c'est de ne pas en avoir. Et ça, la sanction est radicale, ou de ne pas en avoir assez. Donc, pensez au lecteur d'abord. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qui fait qu'il va revenir ? Et ça, c'est vieux comme le monde. Ça s'appelle le contrat de lecture. Nos anciens connaissent ça. C'est pas vraiment nouveau dans notre métier. Simplement, il faut le travailler. Et c'est un vrai métier d'éditeur. Moi, je regrette que les marketeurs aient pris autant de place dans les journaux français, parce que ça revient à tout lisser, ça revient à ne pas oser écouter ses intuitions, à ne pas oser y aller au feeling, quand parfois il faut y aller au feeling. On ne peut pas avoir de certitude en regardant un tableau Excel. Je ne dis pas que le tableau Excel n'est pas utile, mais c'est une question seconde, une fois qu'on a traité la question éditoriale. Et donc si vous avez un projet, posez-vous cette question d'abord de ce que vous avez envie de faire, parce que parfois ce qu'on ressent en tant que journaliste, qui est aussi un lecteur ou une lectrice, c'est une bonne intuition. Nous, on a ressenti quelque chose, on a ressenti qu'il y avait un manque, tout simplement parce qu'on ne trouvait pas les journaux dans lesquels exercer notre métier. On ne trouvait pas les journaux qui allaient parler le langage que nous avions envie de parler. Et donc ce journal, on l'a inventé. Et ça nous a fait une aventure éditoriale, même si elle a été complexe, de 12-13 ans. Donc les intuitions, elles sont utiles. Ensuite, il faut savoir affûter un projet, aller au bout de l'idée, renoncer à certaines choses pour essayer de trouver la pureté de l'idée initiale. Et ensuite, c'est une question d'exécution. Et c'est là qu'intervient le casting. Il faut une bonne équipe, il faut une très bonne équipe, complémentaire si possible. Éviter le copinage, parce que le copinage, ça ne fonctionne pas quand on lance un projet. Il faut plutôt trouver la complémentarité. Nous avons réussi à faire ça en lançant Terra et à le préserver plutôt dans toutes ces années, même si après l'humain est parfois compliqué. Et une fois qu'on a donc cette bonne idée qui est bien affûtée, un bon casting, il faut trouver les moyens. Et c'est vrai que le lectorat, la communauté, sont un relais important désormais pour trouver ces moyens. C'est la vraie nouveauté entre l'ancien monde et ce nouveau monde. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs, de citoyens qui sont en demande de ce lien particulier
qui ont un niveau culturel, un niveau d'éducation, un niveau de formation suffisant pour comprendre ce qu'est l'enjeu d'un journal et s'y associer d'une façon ou d'une autre, et un peu plus qu'en s'abonnant. Voilà le témoignage que je voulais vous donner ce soir. Parfait, merci beaucoup. Très complémentaire de celui de Laurent. Est-ce qu'il y a des questions pour Walter? Oui. Bonjour. Donc ma question, c'est par rapport au moment où vous avez parlé des ventes en kiosque. Donc pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là et est-ce que ça vous a apporté quelque chose de vous étendre dans ce mode de distribution-là? Nous l'avons fait parce que précédemment au kiosque, nous avions 6-7 000 abonnés. Et on avait le sentiment qu'on loupait une partie de notre lectorat. On avait conscience du fait que le système de distribution était complètement archaïque. Et c'était en 2009. Donc 2009, les outils réseaux sociaux n'existaient pas ou n'existaient pas sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui et avec la plasticité qu'on leur connaît aussi. Donc malgré tout, c'était un réseau qui nous semblait utile à tester. Bon, ça a été très compliqué, mais on a réussi à s'en sortir. On n'a jamais perdu d'argent sur la partie kiosque. Et puis, quand même, tous les mois, on observait qu'un certain nombre de nos lecteurs nouveaux venaient du kiosque. Donc, c'était une vraie source de fidélisation. Donc, je ne le regrette pas. Dans notre modèle économique, on était hybride. Il y avait aussi une partie publicitaire. Nos annonceurs nous demandaient d'avoir une plus grande audience. C'était aussi une façon de répondre à ça, même si ce n'était pas la première préoccupation. Et ce qui fait que, globalement, on s'en est pas si mal sorti. Les questions structurelles qu'on n'a pas pu régler ne sont, à mon sens, pas directement liées au fait d'être en kiosque ou pas en kiosque. Elles sont liées au fait qu'on n'avait peut-être pas un potentiel de lecteur aussi important pour couvrir nos coûts. On était assez exigeant sur le plan éditorial, donc on avait des coûts fixes qui étaient assez élevés. Mais on ne voulait pas renoncer à cette approche exigeante. Et peut-être que l'une des erreurs qu'on a commises, c'est de ne pas vendre assez cher, pour faire écho à la discussion de Jean-Christophe tout à l'heure. On aurait sans doute dû monter nos prix, quitte à perdre quelques lecteurs en cours de route, sachant que notre public était extrêmement affinitaire. S'il y a une seconde question pour Walter sur l'aventure Terra Echo. Bon. Eh ben, merci beaucoup Walter pour ton intervention.